Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du Monde, nouvelle intrusion à l'ambassade du Cameroun à Paris ce mardi. Une dizaine d'activistes ont tenté de perturber les activités au sein de la représentation diplomatique du Cameroun en France. Alertés, les éléments de la police française, de la gendarmerie et de la brigade anti-émeute ont maîtrisé ces fauteurs de troubles et établi un cordon de sécurité autour du bâtiment diplomatique. Également titre en Égypte, l'enquête après l'explosion d'une voiture qui a fait au moins 20 morts au Caire est en cours. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. Les premiers éléments médicaux légaux indiquent qu'il s'agit d'un acte terroriste. Et puis en sport, Coupe du monde de football féminin, la Fédération internationale de football association revoit le nombre de pays participants à la hausse de 24 lors de la dernière édition en France à 32. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette autre édition de l'information. Édition que nous ouvrons par cette nouvelle intrusion à l'ambassade du Cameroun à Paris ce mardi. Une dizaine d'activistes ont tenté de perturber les activités au sein de la représentation diplomatique du Cameroun en France. Alertés, les éléments de la gendarmerie, de la police et de la brigade anti-émeute ont maîtrisé ces fauteurs de troubles et établi un cordon de sécurité autour du bâtiment diplomatique. Plus de précisions dans ce reportage. Ces images ont été prises ce 6 août 2019 à Paris, la capitale française, où une nouvelle intrusion à l'ambassade du Cameroun a été observée à Paris. Des sources bien introduites révèlent qu'une dizaine de personnes ont fait irruption au sein de la représentation diplomatique du Cameroun en France, porteurs de revendications politiques en rapport avec le climat sociopolitique au Cameroun, ceci dans un tohu-bohu. Nous reviendrons, vous êtes policiers et gendarmes français de travailler, nous reviendrons, nous n'arrêtons pas là, nous allons revenir, tous les jours, nous reviendrons. Tant que nous sommes sans nouvelles de nos prisonniers politiques au Cameroun, nous reviendrons. Une nouvelle provocation qui a surpris certains Camerounais engagés à remplir leurs procédures à l'intérieur du bâtiment. Fort heureusement, les forces de maintien de l'ordre françaises en faction veillaient au grain. Aussitôt, un bouclier anti-émeute a été formé par la compagnie française de sécurité, les CRS, renforcé par les éléments de la gendarmerie pour éviter toute escalade susceptible de porter atteinte à la représentation diplomatique du Cameroun en France. Au moment où nous quittions les lieux, le cordon de sécurité attendait toujours les consignes du Quai d'Orsay pour agir. Les mêmes sources précisent que les activités au sein de l'ambassade du Cameroun ce mardi ont été provisoirement suspendues au grand désarroi des Camerounais venus retirer leur passeport en voyage. Pour l'heure, le bilan provisoire ne fait état d'aucun mort ni d'aucun dégât matériel majeur. 7 mois après la mise à sac de l'ambassade du Cameroun à Paris le 26 janvier dernier par des activistes se réclamant de l'organisation dénommée Brigade Anti-Sardinard, cette nouvelle intrusion au sein de l'ambassade du Cameroun à Paris rappelle selon certains l'urgence du strict respect de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Et puis, Assemblée nationale du Cameroun à présent, Kavaye Djibril se prépare à effectuer une visite officielle au Maroc. Sur invitation de son homologue, le président de l'Assemblée nationale du Maroc, c'est la principale information issue de l'audience accordée à l'ambassadeur du Maroc par le président de la Chambre basse du Parlement bicaméral du Cameroun. Les précisions d'Adrienne Bodem et d'Elvis Goué. L'ambassadeur plénipotentiaire de Sa Majesté Roi du Maroc, Sel Moustapha Mbou, reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril. Des heures d'échange qui ont permis aux deux hommes de tabler sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Surtout le volet parlementaire. Le président de la Chambre basse du Parlement camerounais est attendu dans les jours à venir sur le sol marocain sur invitation officielle de son homologue. La visite avait pour but de lui remettre une invitation officielle de son homologue marocain, le président de l'Assemblée nationale, pour qu'il puisse effectuer une visite officielle au Maroc pour le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et surtout entre les institutions parlementaires.
Cette audience n'est que la suite logique de la convention signée au mois d'avril 2019 dernier entre une organisation non gouvernementale marocaine et l'Institut panafricain de Yaoundé. L'un des premiers fruits de la signature de cette convention, c'est ce qui va bientôt se passer au Maroc, parce que la direction de l'Institut parlementaire va faire partie de la délégation qui va accompagner Monsieur le Président de l'Assemblée nationale au cours de cette visite, parce qu'il y a un fort volet en matière de formation. Et s'agissant notamment de ce partenariat, il nous donne l'occasion de pénétrer le monde arabe et à travers cette mission, nous pensons que nous pourrons présenter l'Institut parlementaire aux parlementaires marocains, répondant ainsi à la vocation panafricaine de l'Institut parlementaire. Pour le décollage de l'Institut panafricain de Yaoundé, le Maroc entend apporter son expertise. On se souvient d'ailleurs que les actes constitutifs de cet organisme ont été signés au mois de décembre 2018 par le président de l'Assemblée nationale. La principale vocation de cet institut est de former aux fonctions de parlementaires. En éducation, nous parlons des fondateurs d'établissements scolaires jetés en pâture. Après l'arrêté du ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etondingwa, arrêté portant fermeture de plus de 200 établissements scolaires dans les 10 régions du Cameroun. Plusieurs raisons mises en avant, mais la principale reste le défaut d'actes de création, d'ouverture. Praxed Toulou. L'heure est à la dérive pour plus de 200 établissements scolaires au Cameroun. Ces temples du savoir se sont vus frappés par l'interdiction d'officier en cette année scolaire 2019-2020. La décision a été prise par le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etondingwa. Une sentence soutenue par un arrêté ministériel signé depuis le 25 juillet 2019. Parmi les raisons avancées, on peut citer le défaut d'actes de création et d'ouverture comme principal grief, mais toutefois on relève d'autres motifs, tels que le défaut d'extension des cycles non autorisés et le défaut de localisation des sites. Cela étant décidé, toutes les 10 régions du Cameroun en ont fait les frais. D'ailleurs, ici dans la région du littoral, 90 établissements ont été frappés par la décision du ministre. À la tête, l'arrondissement de Douala 3e, qui a enregistré le plus grand nombre de fermetures avec 45 établissements fermés dans les localités de Bilongué, Boko, Ndokpassi, Non-Glacé, Diboum, Japoma et bien d'autres. Dans le 2e rang de loge s'ajoute Douala 5e, 2e arrondissement le plus touché avec 22 établissements fermés dans les localités de Bonandalé, Marché du Rail, Ndoko, Towo, Bonandalé, Bedi, Lokpom, Makepe, Sable Bonamoussadi et bien d'autres. Douala 2e et Douala 1er ferment le bal, avec quelques établissements également frappés de la sanction. Rappelons que cette décision n'est pas la première du genre, car en juillet 2018, un arrêté avait été signé conjointement par le ministère de l'Éducation de base et son homologue des enseignements secondaires pour le compte de l'année scolaire 2018-2019. 200 établissements scolaires avaient alors été fermés contre 179 pour ce qui relève de l'enseignement secondaire. Parmi les établissements frappés de fermeture, pour l'instant, figurent quelques-uns qui ne sont pas à leur première expérience, mais qui toujours sans pouvoir expliquer comment on réussit à réouvrir sans avoir respecté les consignes d'ouverture. Si les 200 établissements persistent dans ces dynamiques, il est à craindre que le non-respect des lois d'ouverture d'établissements scolaires continue à être une effectivité au Cameroun. 3 ans après l'effondrement du pont sur le fleuve Boulungu dans la région du Nord Cameroun, les populations de la ville de Garoua et de Bardaké dans le département de la Benue continuent de souffrir le martyre. Rallier la localité de Garoua partant de Bardaké et vice-versa est un véritable parcours de combattants évoqué dans cet élément par Jean-Jamin Yedna et Seydou Fonzi.
À défaut du courage, de l'abnégation et du risque, dont il faut s'armer d'une bonne dose pour la traverser à pied du pont sur le fleuve Golongo, reliant la ville de Garoua à celle de Bardaké, dans la région du Nord Cameroun. Des populations de cette partie du pays sont contraintes d'emprunter ces échelles de fabrication artisanale pour rallier d'un point à un autre, moyennant des espèces tonnantes et trébuchantes. Nous sommes à Golongo, sur le pont de Golongo. Bon, on a tellement de difficultés là pour faire traverser les gens parce que le pont nous a un peu laissé là. Bon, il paraît-il qu'on a fabriqué quand même l'échelle pour faire traverser les gens. Donc, l'échelle c'est 100 francs. Vous montez ici et puis vous descendez de l'autre côté. Bon, il y a un petit maillot là pour faire sortir les gens. Ça fait 100 francs. Et aussi, il y a le maillot qui est là, en bas là-bas, pour faire traverser les motos, les commerçants et puis autres personnes. Même les taxis qui vont traverser ici. Mais la moto c'est 500 quand le niveau d'eau est bas. Mais si le niveau d'eau est élevé, c'est 1000 francs par moto. Et c'est 4 personnes qui portent la moto. Difficile de rallier la ville de Garoua, partant de Bardaké et vice-versa. La circulation sur ce tronçon qui lissait deux localités a été coupée à la suite des fortes pluies diluviennes. Il y a de cela 3 années aujourd'hui. Nous sommes en train d'aider les passants. S'ils ne sont pas là, parce que personne ne va traverser ici. C'est grâce à nous que les gens sont en train de traverser. Pendant les périodes de classe, si l'eau vient énormément, les élèves sont obligés de rentrer. Ils sont obligés de rentrer. Parce que la rue, le maillot aussi, le pont aussi là, depuis le pont aussi est détruit là, ça a causé beaucoup de dégâts. Quand quelqu'un veut se traverser, il se disparaît comme ça dans l'eau. Donc, si l'eau vient énormément, les élèves rentrent à la maison. Même les professeurs rentrent. C'est une journée qui est blanche. La rupture du trafic entre Garoua et Bardaké, une situation qui perdure. Résultat des causes, en termes de conséquences directes, des échanges commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria voisin, désormais aux arrêts. On mène vers Nakong, et c'est la grande route jusqu'au Nigeria. On aimerait que ces routes-ci, ça puisse se faire arranger. La route nous aide beaucoup parce que la route nous mène jusqu'à Nigeria. Il y a aussi maintenant beaucoup des écoles qui sont de l'autre côté. Nos élèves là passent même difficultés. Ils ont les difficultés pour traverser en saison pluvieuse. Donc c'est comme ça, la route nous aide. Il y a les entrées qui entrent ici. Même les trucs de Niger entrent ici aussi. Même pour nous aident ceux qui sont là-bas de l'autre côté vers les villages. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Cet effondrement du pont sur le fleuve Golongo a vu naître aux alentours une kyrielle d'activités génératrices de revenus, des petits métiers, à l'instar de la vente des aliments et du sable mouvant qui nourrissent ces hommes et femmes au quotidien. Même moi j'ai ramassé le sable, il n'y a pas de travail. Je suis obligé de ramasser le sable. Comme le sable est un peu fatigant, je me repose, j'ai conçu le pont, l'échelle avec mon ami, pour pouvoir rester un peu pour reposer mon corps. Mais il y a le sable beaucoup ici. Moi-même je travaille le sable. Comme moi par exemple, j'ai un enfant, cette année c'est grâce à ça. Peut-être mon enfant va aller à l'école cette année, comme je n'ai pas encore de boulot. On est fiers, tellement fiers. On ne part pas quand même au quartier pour aller demander et voler. C'est pour ça qu'on mène ça. Même si ces jeunes Camerounais, originaires de la région du Nord, se frottent les doigts autour de cet incident, la situation malheureuse sur le pont du fleuve Golongo vient ainsi remettre au goût du jour des tas de délabrement très avancés de certaines infrastructures dans le département de la Benoué. Bientôt un boulevard urbain futuriste dans la ville de Douala. L'importante infrastructure sera réalisée au niveau de la pénétrante est de la capitale économique du Cameroun sur la nationale numéro 3 reliant la ville de Douala et Yaoundé. En visite de contrôle technique des travaux qui sont en cours depuis quelque temps. Ce mardi 6 août 2019, le ministre des Travaux publics Emmanuel Gagnon-Dieu-Messie a prescrit la construction de 2 voies de contournement pour désengorger le tronçon en chantier. Jean-Germain Yedna, Raoul Ouattat. C'est un boulevard urbain futuriste à l'image de celui réalisé sur l'axe ouest partant du rond-point d'Eido
que la ville de Douala va abriter dans les mois à venir au niveau de la pénétrante est de la capitale économique du Cameroun. Il est question de réaliser 27 km de chaussée, 2 ouvrages inférieurs et supérieurs et 5 giratoires sur la nationale numéro 3, axe lourd Douala-Yaoundé. Que pour le boulevard de l'Arcé Ouest, monsieur le gouverneur de la région de Littoral animait une plateforme de concertation. Je viens donc de la reconduire s'agissant du boulevard de la pénétrante Est. Le gouverneur prendra soin de mettre autour d'une table tous les autres maîtres d'ouvrage représentés avec les équipes projets pour que toutes les questions concernant l'exécution des travaux de cette pénétrante Est soient évoquées là-bas. En visite de surveillance, de contrôle technique et géotechnique, des travaux complémentaires de réhabilitation du tronçon de route entrée-est de la ville de Douala. Ce mardi 6 août 2019, le ministre des Travaux publics a été mécontent de l'amateurisme de l'entreprise en charge de la réalisation des travaux, ainsi que la mission de contrôle sélectionnée, chargée d'assurer la maîtrise d'œuvre. Mais nous notons avec beaucoup de peine bon nombre d'insuffisances. Le premier acte de gouvernance de ce chantier que j'ai pris visait le maintien de la circulation. Sur cette section du corridor sous-régional Douala-N'Djamena, la circulation devra être perturbée pendant la période des travaux. Quelle est l'alternative? Il s'agissait donc, pour l'entreprise d'abord, d'aménager une voie alternative. La voie alternative qui a été bel et bien édictée, la voie alternative pour laquelle j'ai donné un ordre de service. Cela n'a pas été fait, donc il y a eu la cohabitation dans la circulation des usagers et les travaux routiers, ce qui a abouti à cette congestion. Toutefois, Emmanuel Nganou-Djoumessi s'est dit satisfait de la décision préfectorale du Vouri, prise 24 heures avant cette descente, pour désengorger et faciliter la circulation des biens et des personnes sur ce tronçon du lieu du village Yassa, pont sur la Dibamba. Je voudrais me féliciter de la décision prise par monsieur le gouverneur de la région du littoral, laquelle a amené le préfet du Vouri à réorganiser quelque peu la circulation sur cet axe à travers un plan qui l'a amené à dévier la circulation d'un certain nombre de véhicules vers d'autres points et surtout d'amener certains véhicules à ne emprunter la voie qu'à des heures précises de la journée ou de la nuit. C'est une mesure que j'ai soutenue. Nous allons la reconduire, mais en même temps, nous avons pleine conscience qu'elle ne peut pas rester indéfiniment en cours d'exécution. Et pour permettre à l'entreprise de réaliser cette infrastructure routière, ce boulevard urbain futuriste sur la pénétrante est de la ville de Douala, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, a prescrit la construction de 2 voies de contournement pour désengorger la route en chantier. La première voie va servir aux usagers se rendant à Yaoundé, alors que la seconde permettra aux riverains d'accéder à leur domicile. Réarmement moral de la jeunesse. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique parle à la jeunesse à Douala. C'était au cours d'un échange qui entre dans le cadre de la campagne 2019 sur le patriotisme et la citoyenneté. Échange qui avait pour cadre la salle des fêtes d'Akwa. Cet échange était par ailleurs présidé par le ministre en charge de la jeunesse et de l'éducation civique, Mounouna Fotso. Y ont pris part pour le compte de la télévision du Monde, Frédéric Moutomé et Étienne Monté.
La campagne Vacances citoyennes et patriotiques, 4e édition, désormais sur les rails à Douala, dans la région du littoral. Et c'est le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui a personnellement donné le kick-off de cette mobilisation consacrée à la jeunesse à l'esplanade de la salle des fêtes d'Aqua à Douala. Nous avons procédé au lancement national de la 4e édition de l'opération Vacances citoyennes et patriotiques 2019 sur le thème croisade contre les discours haineux, la drogue et les autres fléaux sociaux. Il s'est agi pour Mounouna Fotso, le patron de ce département ministériel, d'interpeller les jeunes de Douala face à la recrudescence des maux sociaux tels la consommation des drogues et autres stupéfiants, l'escalade verbale constatée et observée dans les réseaux sociaux, la délinquance et bien d'autres maux. Il est question de mener une croisade contre les discours haineux, la drogue et les autres fléaux sociaux pendant cette période de vacances scolaires à travers l'opération Vacances citoyennes et patriotiques. Et pour cela, au-delà des médiateurs communautaires, des équipes mobiles d'animation populaire urbaine et rurale, il faut que tous les jeunes des associations et mouvements de jeunesse sous la bannière du Conseil national de la jeunesse se déploient également pour cette croisade, aussi bien dans leur organisation que sur la toile. C'est pourquoi il est lancé une croisade digitale à travers les réseaux sociaux par une plateforme Appel au civisme Cameroun, où les jeunes, au lieu d'être des followers passifs, soit comme l'appelle le chef de l'État, des followers actifs et surtout patriotes pour y conduire une campagne d'appel au civisme, mais également de contre-discours par rapport à ces messages haineux qui pullulent sur la toile. Au-delà de ce lancement, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a aussi tenu à donner l'onction de son département ministériel au programme Occupation Jeune mis en place à Douala par la communauté urbaine de Douala dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse de la capitale économique du Cameroun. Cette initiative, je dois dire qu'elle est pionnière en matière, n'est-ce pas, de mise en œuvre, comme vous le savez, des transferts de compétences de l'État aux collectivités territoriales décentralisées en matière d'activités de vacances, parce qu'elle allie à la fois l'insertion et le réarmement moral et civique de la jeunesse. L'occasion faisant le larron, cette cérémonie double a aussi été le lieu de la clôture de cette autre vague de près de 1154 jeunes du programme Occupation Jeune, volet stage de vacances, rentrés en gare ce mardi avec un bilan plutôt élogieux. Ce programme de la communauté urbaine de Douala a 2 volets, dont celui consacré aux jeunes sans emploi qui se déroule de février en juin et de septembre en décembre de chaque année, et celui consacré aux jeunes encore en cours de scolarisation, élèves et étudiants. Ce programme qui a 2 volets aussi, 2 sous-volets, le volet élèves, des lycées et collèges, et le volet des étudiants dans le cadre des stages académiques et des stages professionnels. À la fois ambassadeur de la ville de Douala, dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité et le désordre urbain, ces jeunes, ainsi interpellés, sont désormais faits ambassadeurs de la citoyenneté et du patriotisme auprès des autres de la capitale économique du Cameroun, Douala, qui ont besoin d'être réarmés moralement pour contribuer de manière significative à l'essor et au développement de Douala et partant du Cameroun tout entier qui a besoin de sa jeunesse bien dans ses repères. Et on en vient maintenant à l'actualité hors de nos frontières. En Égypte, l'enquête est en cours après l'explosion d'une voiture qui a fait au moins 20 morts au Caire. Lundi, dans la nuit de dimanche à lundi dernier, les premiers éléments médico-légaux permettent de privilégier la piste criminelle et terroriste. Les précisions de nos confrères d'Africa News. L'enquête avance après l'explosion d'une voiture qui a fait au moins 20 morts au Caire dans la nuit de dimanche à lundi.
Les premiers éléments médicaux légaux indiquent qu'il s'agit d'un acte terroriste. Selon les autorités égyptiennes, l'une des voitures accidentées transportait des explosifs, ce qui explique l'importance de la détonation et des dégâts. La police et le ministère de l'Intérieur ont attribué l'acte au groupuscule ASM, considéré par les autorités comme proche des frères musulmans, confrérie interdite et sévèrement réprimée en Égypte. L'attentat, qui a également fait près de 30 blessés, s'est produit lorsqu'une voiture qui roulait à toute allure est entrée en collision avec 3 autres véhicules sur la corniche du Nil au Caire, a annoncé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Au Nigeria, libération sous caution pour le chef des chiites, Ibrahim Zarzaki, et son épouse ont été autorisés par la justice du Nigeria à quitter le pays pour suivre des soins en Inde. Une fois de plus, Africa News. C'est peut-être la fin d'un long calvaire pour Ibrahim Zarzaki et d'un rude combat pour ses avocats. Le dirigeant chiite nigérian et son épouse ont finalement été autorisés par la justice à se rendre en Inde pour se faire soigner. Il s'agit d'une libération sous caution, mais qui devrait faire baisser la tension après des mois de manifestations parfois sanglantes pour réclamer la libération du religieux en détention depuis décembre 2015. Une décision accueillie avec beaucoup de soulagement par les avocats du couple. Notre demande était, comme l'a dit M. Falana le 29 juin, que les requérants avaient besoin d'une intervention médicale immédiate et urgente à l'étranger, en particulier à l'hôpital Medanta de New Delhi en Inde. Et le tribunal a reconnu que les requérants devraient, je veux dire que Malam et son épouse, devraient pouvoir bénéficier des traitements médicaux internationaux demandés et qui devraient être immédiats, mais sous la supervision de l'État. Aujourd'hui, le tribunal a examiné le rapport médical et déclaré qu'il était convaincu que, d'après l'état du rapport médical, Malam avait réellement besoin de soins médicaux. Mais à l'heure actuelle, rien n'est encore définitif. La famille des accusés attend toujours de connaître les conditions de la libération sous caution, alors que l'accusation dit étudier le jugement pour voir si elle va faire appel ou non, ce que la défense veut coûte que coûte éviter. En sport à présent, la Fédération internationale de football association vient de revoir à la hausse le nombre de formations féminines qui prendront part à la phase finale de la Coupe du Monde lors de la prochaine édition en 2023. C'est donc 32 formations qui seront attendues à cette compétition après les 24 ayant pris part à la dernière édition de la Coupe du Monde féminin qui s'est récemment tenue en France. Les détails de Zobel Apollinaire Bon. La décision est du Conseil de la Fédération internationale de football association tenue tout récemment et couronnée par le patron de l'instance fêtière du football mondial, Gianni Infantino. Celle-ci fait suite au succès retentissant qu'a connu le mondial français remporté par les États-Unis malgré quelques polémiques autour de l'arbitrage. Le patron de la FIFA s'est montré heureux de voir cette proposition, la première d'une longue série, devenir réalité. La Fédération internationale de football association n'a pas encore choisi le pays organisateur, celui qui aura la lourde responsabilité d'ouvrir le bal de cette nouvelle formule de 32 nations. Mais 9 pays au total ont déjà déposé leur candidature. Il s'agit de l'Australie, du Brésil, de l'Argentine, de la Bolivie, de la Colombie, du Japon, de l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande et de la Corée du Sud. Un investissement global d'1 milliard d'euros de la FIFA vers le football féminin a également été évoqué. Et l'on se souvient que lors de sa prise de fonction en 2016, Gianni Infantino avait fait du développement du football féminin sa priorité. Toutefois, la prudence est démise car chez les hommes, la FIFA, sous l'impulsion du président Gianni Infantino, avait souhaité dès l'édition de 2022 l'élargissement de la Coupe du Monde de 32 à 48 nations. Le président de la FIFA a dû finalement renoncer à ce projet pour des raisons logistiques. Performance mitigée pour les joueurs camerounais engagés en club dans les championnats européens le week-end dernier. Certains ont trouvé le chemin des filets, d'autres ont eu très peu de temps de jeu, comme le constate Zobel Apollinaire Bon dans ce reportage.
Après avoir défrayé la chronique toute la semaine dernière avec l'affaire des Step, Clinton D a retrouvé la joie des pelouses avec son nouveau club Dynamo Moscou. L'international camerounais a fait son entrée en jeu ce week-end à la 73e minute lors du match qui opposait Dynamo de Moscou à Spartak de Moscou, comptant pour la première journée de la première ligue de Russie. L'entrée en jeu de l'attaquant camerounais n'a malheureusement rien changé sur l'issue de la rencontre, soldé par un score nul de 0 buts partout. Car le Toko et Cambi et Villarreal s'inclinent devant Celta Vigo en première ligue espagnole, 2 buts contre 3. Mais le Camerounais se sera distingué au cours de cette rencontre en inscrivant l'un des 2 buts qui n'ont malheureusement pas permis à son club de pouvoir s'imposer. Le défenseur central Michael Ngandengandui a également fait parler la poutre ce week-end lors du match du championnat de première division belge qui opposait la Gantoise à AS Eupen. Le Camerounais score à la 9e minute de jeu et contribue de manière significative à la victoire de son club qui a étrillé son adversaire du jour sur le score sans appel de 6 buts à 1. Eric Maxime Choupo-Moting décroche son premier trophée de cette année avec Paris Saint-Germain. Bien que n'ayant pas foulé la pelouse du Shenzhen Universiade Sport Center, le capitaine des Lions Indomptables a assisté à la victoire de son club sur Stade Rennais 2 buts à 1 grâce aux réalisations de Kylian Mbappé et de Angel Di Maria. Par cette victoire, Paris Saint-Germain remporte ainsi le trophée des champions. Et en ce qui concerne l'avenir du Camerounais avec le club parisien, l'entraîneur Thomas Tuchel a répondu aux journalistes en conférence de presse d'avant-match, je cite, « Je ne peux parler que du moment présent, donc je compte sur Choupo. Après, en période du mercato, tout peut changer. Il faut juste rester vigilant. Mais pour l'instant, il est là, c'est mon joueur et il travaille dur. » L'on sait que depuis quelques semaines, la situation de l'international camerounais avec Paris Saint-Germain se complique. Doit-il rester ou pas? L'avenir nous dira. Avant de refermer cette édition de l'information ce soir, le rappel des principaux sujets qui ont constitué la vitrine. D'abord, cette nouvelle intrusion à l'ambassade du Cameroun à Paris ce mardi. Une dizaine d'activistes ont tenté de perturber les activités au sein de la représentation diplomatique du Cameroun à Paris, alerté les éléments de la police française, de la gendarmerie et de la brigade anti-émeute, ont maîtrisé les fauteurs de troubles et établi un cordon de sécurité autour du bâtiment diplomatique. Hors de nos frontières, en Égypte, l'enquête est toujours en cours après l'explosion d'une voiture qui a fait au moins 20 morts au Caire dans la nuit de dimanche à lundi. Les premiers éléments médicaux légaux indiquent qu'il s'agit d'un acte terroriste. Et puis, sport, Coupe du monde féminin, la Fédération internationale de football association vient de revoir à la hausse le nombre de formations politiques qui prendront désormais part à la phase finale de cet événement sportif prévu en 2023. Il s'agit très exactement de 32 formations. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.